Bonjour Mathéo. Bonjour Yannick. Merci d'être ici avec nous à la Maison du Cygne. On va parler ensemble du livre que vous avez publié en 2021, le voici, Le socialisme malade de la social-démocratie, publié aux éditions Sileps et page 2. Mais avant ça, je voudrais vous présenter à vous et à celles et ceux qui nous regardent l'excellente équipe qui m'accompagne aujourd'hui et qui matérialise, qui rend possible notre entretien aujourd'hui. Il y a Jean-Noël Boissé pour le son, qui est là. Et pour l'image, il y a Benjamin Durand, Jean Minetto et Michael Inzillo. Je ne voudrais pas oublier Roberto Ayon qui fera le montage de cette émission un peu plus tard, Aurélie Quirico pour le maquillage et Julie Dohet pour la production. Merci à toutes et tous. Alors Mathéo, pour commencer, je pense qu'on doit quelques mots d'explication à celles et ceux qui nous regardent. Quelques mots sur cet endroit où on se trouve aujourd'hui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un endroit pas tout à fait habituel. On est à la Maison du Cygne, sur la Grand Place de Bruxelles. Et c'est vous qui avez eu l'idée qu'on se retrouve ici. Vous m'avez dit, sur le plan symbolique, c'est le meilleur endroit possible. Pourquoi, Mathéo ? Aujourd'hui, effectivement, ça n'apparaît pas comme un endroit habituel. La Grand Place, c'est le centre touristique de Bruxelles. Il n'en était pas ainsi dans cette fin du 19e siècle où fut fondé le Parti ouvrier belge ici. À l'époque, Bruxelles était une ville industrielle. Et la Grand Place, c'était une Grand Place ouvrière. Tous les estaminets autour de la Grand Place abritaient des associations ouvrières, associations syndicales, d'entraide mutuelle, mutualistes, politiques, révolutionnaires, anarchistes. La Grand Place était une véritable agora ouvrière. Parmi ces estaminets, le plus couru était la Maison du Cygne, le Cygne où nous nous trouvons ici. C'est ici que se trouvaient plein d'associations, notamment l'Association internationale des travailleurs avait son siège à la Maison du Cygne, des associations syndicales, politiques se trouvaient ici, et notamment l'Association des ouvriers allemands qui avait été fondée par Marx. Si bien que Karl Marx fréquentait assidûment la Maison du Cygne. Pendant son séjour à Bruxelles, il était fréquemment ici, il faisait des conférences ici, et c'est ici que fut fondé finalement, tout naturellement, parce que les associations s'y trouvaient déjà hébergées, que fut fondé dans ce printemps de 1885 le Parti ouvrier belge. Il se réunit ici au premier étage. C'est d'ailleurs une des raisons de la renommée de la Maison du Cygne, c'est qu'elle abritait une grande salle de réunion. Et ici se trouvaient donc 112 délégués qui représentaient quelques 95 groupements socialistes. Et donc c'est ici que fut fondé le Parti ouvrier belge. Mais donc, en effet, c'est un très bon endroit pour parler de votre livre, Mathéo. Alors, d'autant plus que ce qu'est devenu la Maison du Cygne aujourd'hui, c'est-à-dire un restaurant très chic, très coté, est peut-être aussi assez symbolique de ce qu'est devenu la social-démocratie aujourd'hui. On va en parler, mais Mathéo, pour commencer, je voudrais qu'on fasse avec vous une petite plongée dans l'histoire, pas aussi détaillée que celle que vous proposez dans votre livre, mais pour rappeler avec vous ce que sont le socialisme et la social-démocratie. Juste un rappel dans les grandes lignes pour savoir, pour bien comprendre d'où on vient et ce dont on parle. Mais déjà, la Maison du Cygne permet de bien comprendre cela. Parce que lors de ce premier congrès, le congrès de constitution du parti, le principal débat porta sur le nom du parti. Comment devait s'appeler ce parti ? Et beaucoup de délégués, en particulier les Gantois, défendaient l'idée qu'ils doivent s'appeler Parti socialiste belge, d'autant plus qu'il existait déjà un petit parti socialiste belge dont le siège était ici, qu'il existait un parti socialiste brabançon. Et donc l'idée était, nous sommes socialistes, donc on va appeler notre formation un parti socialiste. À cela, d'autres s'opposèrent, notamment César de Pave, avec l'idée suivant laquelle, non, notre principale vocation, c'est de défendre les ouvriers. La question du socialisme est une question un peu théorique, idéologique. Et au fond, si nous nous fondons dès le départ sur le socialisme, bien que nous soyons tous socialistes, si nous nous fondons dès le départ sur le socialisme, il y aura déjà entre nous des conflits idéologiques, des différences idéologiques. Or, ce qui nous unit plus que le socialisme, c'est la défense des ouvriers. Si bien que le fondement des partis socialistes, des partis sociodémocrates, c'est d'être l'expression politique et le mouvement d'émancipation du prolétariat, des ouvriers. Et donc c'est ceci le fondement premier. Et tous ces partis qui se constituent à l'époque, qui s'appellent
tous en gros partis sociaux-démocrates, tous ces partis sont issus de cette idée-là. Et les sociaux-démocrates à l'époque, c'est tout autant les partis socialistes, comme le Parti ouvrier belge, la SFIO française, les Anglais, les Allemands, mais c'est aussi Lénine, c'est Trotsky. Donc aujourd'hui, la différence que l'on fait entre communistes et socialistes n'existait pas à l'époque. Aussi bien le Parti social-démocrate allemand, avec Lénine, Trotsky et bien d'autres, que les partis français, belges, anglais, allemands, faisaient partie de ce qui sera la deuxième internationale. Mathéo, on va bien sûr parler de l'état actuel de la social-démocratie et des partis socialistes européens, dont vous dites dès les premières pages de votre livre qu'ils sont pour la plupart très affaiblis, pour dire le moins, ou pour certains en voie de disparition, et qu'en tout cas ils n'ont plus de socialistes que le nom, avec des projets politiques qui n'ont plus rien à voir avec les principes et les idéaux du socialisme originel. Mais avant ça, je voudrais que vous retraciez pour nous l'évolution de la social-démocratie au long du XXe siècle, brièvement, mais pour résumer, vous découpez dans le livre cette évolution en 4 temps. Le temps des réformes, le temps du socialisme gestionnaire, et puis le temps du renoncement et le temps du déclin jusqu'à la crise existentielle que l'on connaît aujourd'hui. Alors peut-être brièvement résumer chacun de ces 4 temps. Le premier, c'est celui que j'ai appelé le temps des réformes, qui va donc en gros de la Première Guerre mondiale à la Deuxième, c'est toute la période de l'entre-deux-guerres. C'est au fond la constitution d'une théorie politique que j'ai appelée marxo-keynésianisme, qui est une synthèse entre le keynésianisme qui se développe à cette époque et le marxisme. D'autres ont parlé d'une synthèse entre Lénine et Roosevelt. Entre Lénine et Roosevelt. Entre Lénine et Roosevelt. Donc c'est cette théorie-là qui, au fond, est à la base de la constitution de la sécurité sociale, des services publics, qui sera la théorie politique des partis sociaux-démocrates, qu'ils appliqueront massivement à la gestion de l'État quand ils arriveront au pouvoir, après surtout la Deuxième Guerre mondiale. Bien qu'ils ont déjà accès au pouvoir, pour certains d'entre eux, dans l'entre-deux-guerres. Et dans l'entre-deux-guerres, pas mal de ces éléments seront déjà mis au point. Mais ça, dans l'entre-deux-guerres et la crise de 29, qui sert au fond de laboratoire à ce que sera la politique socialiste de l'après-deuxième guerre mondiale. Et ça, c'est la gestion. C'est un peu ce que certains ont appelé l'âge d'or des socialistes, dans la mesure où ils ont été longtemps au pouvoir et où ils ont connu leurs meilleurs scores électoraux dans les différents pays. Ou des transformations effectives. Des transformations majeures ont été effectuées. La condition ouvrière s'est très considérablement améliorée. Les conditions de travail se sont améliorées. Le niveau de vie des travailleurs se sont améliorés. Et la sécurité sociale a effectivement existé. Bien sûr, avec des contreparties. La contrepartie, c'est une certaine modération des socialistes. C'est le compromis qu'ils devaient faire pour arriver à ces résultats. C'est une certaine modération. C'est aussi une complicité dans les guerres coloniales. C'est aussi leur atlantisme qui a dominé pendant cette période. Mais on peut dire que la condition ouvrière s'est considérablement transformée pendant cette époque. Et c'est au fond là qu'ont été bâties les bases fondamentales de l'apport de la social-démocratie à la société. Et puis vient alors ce que vous appelez le temps du renoncement de la social-démocratie. Elle renonce à ses idéaux, renonce au socialisme et se convertit au néolibéralisme. Politique antisociale, politique d'austérité, privatisation des services publics, chasse aux chômeurs, participation à des entreprises guerrières et coloniales ou néocoloniales, vous l'avez dit. Le bilan est lourd. Le bilan est lourd, c'est-à-dire qu'on entre dans une nouvelle phase du capitalisme. C'est le capitalisme financiarisé, mondialisé, qui déstabilise l'édifice social-démocrate qui existait auparavant. Et certains partis, on cite évidemment les principaux, c'est le Parti travailliste britannique avec Tony Blair, le New Labour, le Parti social-démocrate allemand avec Schröder, le Nouveau Centre, mais également, on l'oublie souvent, les partis scandinaves, qui sont à la base de cette conversion de la social-démocratie au néolibéralisme, au marché, au néolibéralisme qui, peu ou prou, est accepté par l'ensemble des partis sociaux-démocrates, mais à des degrés divers. Finalement, le Belge est parmi ceux qui entrent le moins, finalement, dans cette idéologie. N'empêche qu'il y participe. Et cette phase, que j'ai appelée celle du renoncement, ne fait pas en sorte que les partis ne participent pas au pouvoir, que du contraire, ils continuent à participer au pouvoir. Leurs résultats électoraux
ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas fameux non plus, mais ils ne sont pas mauvais. Le prix sera payé dans la phase suivante. Elle sera payée avec la crise financière que nous avons connue en 2008. Et je voudrais citer ici l'exemple de la social-démocratie scandinave, en particulier suédoise, que l'on cite à juste titre souvent en exemple. On a parlé, à propos de la Suède, de révolution silencieuse. Un grand écrivain suédois, Henning Mankell, a dit que la social-démocratie avait pu construire une société digne. Et puis, dans un deuxième temps, dit-il, elle s'est transformée en entreprise de casse sociale. Cette social-démocratie qui avait promis, qui avait tenu sa promesse, qui consistait à dire, alors que la Suède était dans le temps une société très pauvre, que plus jamais en Suède, on ne connaîtrait la misère à un âge avancé. Eh bien maintenant, la misère apparaît à un âge avancé. C'est un peu ces fruits des politiques d'austérité que l'on a recueillis par après. Et c'est à ce moment-là que cette social-démocratie s'est trouvée en recul partout, et en particulier d'ailleurs dans les pays scandinaves, où elle avait régné en maître pendant très très longtemps. Comment vous expliquez que, malgré leur participation au pouvoir dans de nombreux pays, vous l'avez dit, au niveau européen, il y a un moment où ils étaient majoritaires, ces partis socialistes, comment vous expliquez, ils avaient les clés en main en quelque sorte, et donc comment vous expliquez ce renoncement alors qu'ils avaient la possibilité d'inverser cette tendance qu'ils avaient eux-mêmes accompagnée? Je pense qu'ils y ont cru au social-libéralisme, à savoir l'idée que le libéralisme allait apporter un dynamisme économique nouveau et que, grâce à des aménagements sociaux, on allait préserver les classes populaires des dégâts que pouvaient occasionner, corriger les effets. C'est, je pense, cela qui a fait qu'en 1988, au moment même où, au niveau de l'Union européenne, on a décidé la libéralisation des capitaux, qui est véritablement un tournant, alors que dans la plupart des pays, les gouvernements étaient des gouvernements sociodémocrates. On a accepté cela sans même exiger la moindre contrepartie, par exemple en termes d'harmonisation fiscale. Ce fut la même chose avec le traité de Maastricht. Encore une fois, les socialistes sont aux commandes dans pas mal de pays, dans la grande majorité des pays. Et puis, on a un traité où aucune des clauses ne concerne le chômage qui était important à l'époque, ni l'emploi. Et donc, c'est cette conversion au néolibéralisme qui, à mon avis, est la raison pour laquelle on n'a pas à ce moment-là apporté un certain nombre de corrections fondamentales aux évolutions qui se dessinent. J'entends bien, mais ceci dit, ça fait 30 ans ou 40 ans même que les partis socialistes européens, à l'image de François Mitterrand à partir de 1983, ils voulaient changer l'avis et puis finalement ils ont changé d'avis. Et ça fait 30 ans qu'ils changent d'avis. Comment vous expliquez on voit en plus qu'au niveau social, ça ne marche pas. Comment vous expliquez cette absence de réaction, pire, cet accompagnement qui continue, qui s'enferre dans cette politique néolibérale? Pendant la crise sanitaire, on a bien vu, on l'avait déjà vu avec la crise financière avant, on a bien vu l'importance de l'État social, on a bien vu l'importance des services publics, l'importance de la sécurité sociale, c'est-à-dire les marques de fabrique de la social-démocratie, qui étaient ce qui avait permis de tenir la société hors de l'eau, qui a permis en fait que nous traversions ces périodes avec moins de dégâts, et en même temps à révéler les dégâts des politiques d'austérité, les dégâts des politiques précédentes. Et je pense que dans beaucoup de partis sociodémocrates, et notamment en Belgique, on a bien conscience de cela. Seulement, les sociodémocrates aujourd'hui ne sont plus tout à fait crédibles. Regardez en Belgique, ils ont été au pouvoir de 1988 à 2014, c'est-à-dire l'arrivée du gouvernement Michel, la coalition dite suédoise, ont été au pouvoir pendant 26 ans, sans arrêt. Et ils ne parviennent pas à faire passer des réformes en profondeur. Ils ont accepté tant de choses. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, il manque de crédibilité. D'autant plus qu'aujourd'hui, on se trouve dans un contexte politique qui est différent de celui qu'il a été pendant une certaine période, c'est-à-dire la période de la chute du mur de Berlin, du recul des partis communistes, qui a fait en sorte que les socialistes étaient seuls à gauche. Aujourd'hui, ils ne sont de nouveau plus seuls à gauche. Donc c'est cela le nouveau paysage politique à laquelle ils doivent s'adapter. D'une part, une crédibilité
largement amoindri, et d'autre part, le fait de partager l'accès politique avec d'autres forces de gauche. Il y a une autre responsabilité par rapport à la social-démocratie que vous pointez dans votre livre, c'est la responsabilité de la social-démocratie dans la montée de l'extrême droite. Depuis plusieurs décennies maintenant, vous l'avez dit, nos sociétés sont fracturées, appauvries, petit à petit dépecées par le néolibéralisme. Et les sociodémocrates, en décidant de se soumettre au marché, ont abandonné en quelque sorte les classes populaires, la défense de l'intérêt général, et vous dites qu'ils ont contribué à faire le lit de l'extrême droite et d'une certaine fascisation de nos sociétés. Là encore, l'exemple scandinave est le plus parlant. Alors que les sociodémocrates avaient fait tellement avancer les choses, puis après, ils ont tellement reculé sur ce qu'ils avaient fait avancer, que l'extrême droite, qui était inexistante, qui correspondait uniquement à quelques restes de mouvements nazis, s'est développé. En particulier en Suède, un tout petit parti nazi a donné lieu à un parti aujourd'hui qui est parmi les plus importants en Suède, qui s'intitule Démocrates de Suède, et qui se présente de la manière suivante. Ils disent « Nous sommes un recours pour défendre la société qui a été délaissée, qui a été abandonnée par les sociodémocrates et qui est menacée aujourd'hui par l'immigration. » Et d'où la montée de sentiments xénophobes, de sentiments d'extrême droite, du développement du national-populisme qui a envahi la Suède, mais qui a envahi tous les autres partis, qui a été même tellement loin. Au Danemark, elle a fait en sorte que le parti social-démocrate, pour pouvoir demeurer au pouvoir, pour accéder au pouvoir, a adopté des positions xénophobes, aussi xénophobes que le parti d'extrême droite danois, voire même plus, a fait de la surenchère dans la xénophobie. Ceci a un effet dramatique, un effet délétère partout en Europe. À savoir, certains pensent que pour se maintenir au pouvoir, puisque le parti danois est au pouvoir, il faut que les socialistes deviennent xénophobes comme l'est l'extrême droite. Alors que bien sûr, c'est le contraire qui est vrai. Mais sur ce point, je voudrais quand même citer l'exemple de la Belgique, qui est tout à fait différent. Et d'ailleurs, la situation en Flandre est tout à fait différente de la situation à Bruxelles et en Wallonie. Et de ce point de vue-là, je pense que le Parti socialiste peut être fier. Il peut être fier du fait qu'en Wallonie et à Bruxelles, nous n'avons pas d'extrême droite. Ce n'est pas seulement l'effet des socialistes, c'est l'effet aussi des organisations syndicales qui ont été très, très vigilantes en la matière et qui ont toujours développé une politique qui a permis aux travailleurs de se protéger par rapport à ces montées du nationalisme, du mouvement associatif également, même des médias qui ont fait un cordon sanitaire et où les médias se sont comportés mieux que l'on ne s'est comporté ailleurs par rapport à l'extrême droite. On dit, à juste titre, que chaque fois qu'une entreprise ferme, c'est une permanence d'extrême droite qui s'installe à la place. Bien, en Wallonie, malheureusement, on a fermé beaucoup d'entreprises. Mais heureusement, l'extrême droite ne s'est pas installée à sa place. Et cela, je pense, c'est aussi à mettre au crédit des socialistes, des syndicats et de l'ensemble du mouvement associatif. Vous écrivez dans votre livre « Seule une perspective politique émancipatrice peut enrayer cet élan du national-populisme ». C'est le retour aux sources du socialisme ou la barbarie fasciste ? Peut-être, voire même la guerre aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas tellement protégés des dangers de guerre. On a cru que cela était écarté d'Europe, définitivement écarté. On voit bien qu'aussi bien une barbarie fasciste qu'une barbarie guerrière peut encore nous guetter. Mais je pense effectivement que la reconstitution de ce qu'a pu apporter le socialisme à la société passe par la radicalité. La radicalité, c'est-à-dire au fait de retrouver un certain nombre d'éléments fondateurs. Ils sont, à mon avis, principalement trois. D'abord, retrouver le lien, le rapport avec les classes populaires, avec la classe travailleuse. Et cela me paraît tout à fait fondamental aujourd'hui, parce que cette classe travailleuse, elle existe, elle est présente, et ce sont les socialistes qui l'ont niée, qui ont dit qu'elle n'existait plus. Et si j'ai pris comme titre du livre « Le socialisme malade de la social-démocratie », c'est parce que la social-démocratie s'est écartée de la classe travailleuse.
Un deuxième élément, c'est cet apport fondamental de la social-démocratie, qui est aussi, à mon avis, qui peut être un fondement de l'écologie politique, d'une écologie sociale, d'un socialisme écologique, qui est ce mécanisme qui permet de faire en sorte que l'on mutualise des richesses privées pour les investir dans des services publics, dans la sécurité sociale, des services collectifs, gratuits ou à moindre coût. C'est cela le fondement qui a permis le progrès social que nous avons connu. Et le troisième élément, c'est celui de la démocratie. Les socialistes se sont divisés là-dessus. Les uns étaient pour la démocratie parlementaire, les autres pour la démocratie des soviets, c'est-à-dire les conseils. Le point de vue qui est le mien et qui me semble être à la source du socialisme, c'est celui de Rosa Luxembourg, une grande dirigeante socialiste qui fut assassinée en 1918 en Allemagne. Rosa Luxembourg qui disait que la démocratie, c'est tout à la fois une écorce. Et l'écorce, c'est effectivement ce que nous appelons la démocratie représentative, ce que l'on appelle la démocratie formelle, qui est indispensable. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans démocratie formelle qui est indispensable. Mais en même temps, cette démocratie formelle seule ne suffit pas. Il faut également le noyau. Et le noyau, c'est ce qu'elle appelait les conseils, c'est-à-dire la manière dont les gens, dont la population peut prendre son sort en main dans les endroits où elle se trouve, c'est-à-dire la démocratie à la base, dans les entreprises, dans les quartiers, la manière où les citoyens peuvent effectivement exercer une démocratie, c'est-à-dire des contre-pouvoirs qui sont tout à fait fondamentaux dans un système démocratique. Donc, le noyau et l'écorce. Et je pense que ce qui est le plus subversif encore dans notre société, c'est une véritable démocratie, une démocratie réelle. Et donc, c'est le retour à ces trois éléments, à savoir retrouver la classe travailleuse, retrouver cette mutualisation des richesses pour en faire du commun, et enfin, la démocratie qui sont, à mon sens, ce qui doit permettre un renouveau socialiste, que ce renouveau soit porté par les partis socialistes ou sociodémocrates, qu'il soit porté par des écologistes ou qu'il soit porté par des formations de la gauche radicale. Il reste un espace politique très très important qui est un espace de rupture. Et ce que j'ai essayé de faire par ce livre, c'est ça que j'ai essayé de faire, c'est de dire, dans cette histoire social-démocrate, beaucoup de choses est ajoutées effectivement, mais il y a quand même des choses fondamentales à conserver. Et ces choses fondamentales peuvent être les choses aujourd'hui utiles, aussi bien pour le socialisme que pour l'écologie, pour essayer de rompre avec cette évolution qui nous conduit droit au mur et qui peut nous permettre de répondre, comme on dit aujourd'hui, à l'urgence sociale et à l'urgence écologique. Vous évoquez dans votre livre ce mouvement international qu'on appelle l'écosocialisme, ce courant de gauche qui veut rompre, comme vous le dites, avec le capitalisme, la croissance à tout prix, le productivisme, le consumérisme aussi, en associant lutte sociale et lutte environnementale. Est-ce que c'est pour vous la clé, l'avenir du socialisme radical, le socialisme du XXIe siècle, l'écosocialisme ? Absolument. L'âge d'or dont j'ai parlé tout à l'heure, et où ces mécanismes avaient été finalement expérimentés, cet âge d'or est en même temps une période de croissance forte. Et les socialistes ont bénéficié pendant cette période de la croissance économique. Aujourd'hui, c'est fini. Un, elle n'existe pas. Deux, elle n'est pas souhaitable. On ne peut plus se la permettre. Elle n'est pas souhaitable. Elle n'existe pas, elle n'est pas souhaitable. On sait bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. On sait bien qu'aujourd'hui, la question écologique est devenue une question tout à fait fondamentale, que l'urgence environnementale est là, qu'après la crise sanitaire maintenant, telle que nous l'avons connue, et avec les menaces que cela préserve encore de ce point de vue-là, que sur la question du réchauffement climatique, que sur la question environnementale, les choses ne peuvent pas continuer comme cela. Et donc, il y a le risque que ce qui était fondamental pendant cette période ne soit assimilé à la croissance et rejeté pour cela. Et c'est ça la sécurité sociale, les services publics. Ils ont été rendus possibles à cette époque, certes, mais ils sont fondamentaux pour un développement écologique, pour une vision différente
du développement social, qui ne soit pas seulement un développement de croissance du produit intérieur brut, mais qui soit une forme différente de progrès de la société. Parce qu'il y a là un noyau de mutualisation d'une part et de commun d'autre part. C'est ce mécanisme de redistribution socialisée. Pas une redistribution individualisée, consumériste, mais une redistribution socialisée. Quand certains parlent aujourd'hui de revenu universel, il s'agit d'une redistribution consumériste. Alors que ce que les socialistes ont pu faire, c'est une redistribution socialisée. Et cette redistribution socialisée doit être le fondement d'un écosocialisme. Cet écosocialisme, on peut difficilement imaginer qu'il advienne sans une pression populaire forte. Et donc, parlons des syndicats, parlons des mouvements sociaux, parlons des jeunes qui manifestent pour le climat, parlons des gilets jaunes. Quel peut être le rôle des mouvements sociaux, des syndicats, dans l'avènement de cette alternative? Si l'âge d'or de l'après-Deuxième Guerre mondiale a été possible, c'est parce qu'il y avait la peur du rouge. Les socialistes ont pu avancer cette politique parce que la société avait peur de la révolution. La révolution, c'était tout à la fois l'existence de l'URSS, qui exerçait un attrait important parmi les classes populaires, les importants partis communistes qui ont existé dans pas mal de pays. Et donc, cette peur du rouge a été un des éléments qui ont permis le développement des réformes sociales que l'on a connues dans l'après-guerre. Aujourd'hui, cette peur du rouge n'existe pas. Aujourd'hui, ce qui fonctionne et ce qui peut être ce qui peut stimuler les transformations futures, c'est la peur du social. On voit bien la peur qu'a créé le mouvement des Gilets jaunes en France. Aujourd'hui, c'est effectivement le social qui est déjà aux commandes, mais qui n'a aucun relais politique. On voit bien l'importance des mouvements sociaux aujourd'hui qui sont extrêmement importants partout dans le monde. Ce qui se passe aujourd'hui au Chili, c'est effectivement la suite de tous les mouvements sociaux qui se sont développés dans les années qui ont juste précédé la crise sanitaire et qui étaient des mouvements sociaux d'une très très grande importance. C'est donc dans le social que se trouve le ressort des transformations à venir. Et c'est de la manière dont ce social pourra trouver des débouchés politiques que nos sociétés se transformeront. Et de ce point de vue-là, bien sûr, la place des organisations syndicales doit devenir tout à fait centrale. Elle est tout à fait centrale. S'il y a un message à retenir de votre livre pour les jeunes et les moins jeunes qui s'engagent aujourd'hui pour la justice sociale, pour l'égalité, pour le climat, quel serait-il ? Je pense qu'ils le savent mieux que moi. Je n'ai pas de message à donner à des jeunes. C'est plutôt à eux de donner des messages. Et je dois dire que c'est là que je trouve quelque espoir. Merci beaucoup, Matteo, d'être venu avec nous à la Maison du Cygne. C'est vous qui en avez eu l'idée de Merci beaucoup, Yannick. Se retrouver dans cet endroit. Je rappelle le titre de votre livre, « Le socialisme malade de la social-démocratie ». C'est publié aux éditions Page 2 et Sileps. Merci, Matteo. Merci, Yannick.